Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Allez, on vous emmène avec nous pour 52 minutes d'émission. Alors notre invité fil rouge ce matin, c'est Michel Toesca, réalisateur du film documentaire Libre qui sortira au cinéma le 26 septembre. Mais il est déjà avec nous ce matin sur le plateau, il nous fait cet honneur. Durant 3 années, il a filmé l'arrivée progressive de réfugiés dans la vallée de la Roya, au sud-est de la France, près de la frontière italienne. Et il y a suivi Cédric Héroux, un agriculteur qui leur a porté assistance. Nous reviendrons sur cette expérience forte et singulière. Puisqu'on est dans la générosité, on parlera également de communication bienveillante ou comment être en lien avec les autres sans oublier sa personnalité. Au boulot, à la maison, entre amis, on vous dit comment dans un instant. Grâce à la chronique de Gwendoline Brahim, nous découvrirons aussi l'origami, joli, ludique et pédagogique. Attention, échauffez-vous les doigts, il y aura du pliage en vue. Ensuite, nous parlerons d'emploi grâce au conseil de notre expert en recrutement Sébastiano et notamment de l'accueil lors d'un entretien. Il y a beaucoup à dire. Et puis, comme chaque mardi, bien sûr, vous le savez, nous parlerons de votre santé. Jambes lourdes, varices, troubles circulatoires. Derrière ces symptômes se cache une pathologie, l'insuffisance veineuse. Nous l'évoquerons avec le professeur Guillaume Mahé du CHU de Rennes. Et puis sans oublier l'ami Billy, bien entendu, que nous retrouverons au jardin de la Bourbancée en Ille-et-Vilaine. C'est maintenant l'heure de la météo, ma chère Catherine, comment allez-vous? Bien, Laurence, et vous? Très bien. Eh bien, écoutez, on continue un peu sur cette lancée des ronds jaunes, comme on dit. Les gommettes toujours. Avec l'apparition de, comment ça s'appelle? Les petites gommettes grises, là, des nuages. Des nuages, ça. Voilà. Des nébulosités. Des nébulosités. Ils reviennent quand même. Il fera entre 21 degrés à Ouessant et 26 à Rennes et jusqu'à 24 degrés à Saint-Quay-Portrieux dans le 22. Saint-Quay, où on peut saluer les 3000 habitants qui s'appellent les Pontriens, non? Les Quinocéens. Ok, j'ai découvert ça. Voilà, il y a du niveau là. Alors bonjour aux Quinocéens. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée encore ensoleillée sur toute la Bretagne. Bonjour Gwendoline, petit soleil à chaque fois sur ce plateau, hein, c'est vrai. On parlera d'origami avec vous dans quelques instants. Bonjour Cécile Vautier, bonjour Nathalie Chenel. La communication bienveillante, ce sera l'objet de votre venue. Et puis Michel Toesca, bonjour. Vous êtes le réalisateur du film documentaire Libre qui sortira le 26 septembre au cinéma. Et vous faites le tour de France pour le présenter, ce film en avant-première. Vous étiez hier soir à Rennes. Alors le monde qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas laissé indifférent votre film, puisque des associations d'aide aux réfugiés ont occupé le TNB. Oui. Est-ce que c'est une exception bretonne, ou alors est-ce que ça se passe comme ça dans toutes les villes où vous présentez le film? Alors là, c'est exceptionnel. Enfin, hier soir, c'était qu'une association d'aide aux sans-papiers vienne demander au directeur du théâtre de s'installer. C'était, ça n'était encore jamais arrivé. Oui. Nous, ça nous est arrivé. C'est une reconnaissance également pour le film, parce que ça montre qu'il est vraiment... le film est en phase avec ce qui s'est passé hier, parce que nous, on a été confrontés à ça. Ça nous est arrivé d'être avec beaucoup de réfugiés, de demander à être hébergés. Et moi, je salue d'ailleurs le TNB, la décision d'avoir décidé d'héberger ces 30 personnes. Enfin, je trouve que c'est très courageux, parce qu'on a rarement été, nous, dans des situations similaires, accueillis avec autant de générosité. On salue Arthur Noziciel, le directeur du TNB. Vous restez avec nous, de la main tendue à la main qui fabrique des origamis. La transition était toute trouvée. On va commencer avec vous, Gwendoline, par les origamis, dites-on. Vous allez nous les faire découvrir. Oui. Alors, tout le monde connaît un petit peu cet art qui vient en majorité du Japon. Je pense qu'on a tous fait, quand on était petit, dans la cour de récréation, ce petit coin-coin, là, ce petit origami où on notait des petites choses et des petites gages dessus. Alors, l'origami, il est devenu, il est mondialement connu. Il est très à la mode, en plus, en ce moment, que ce soit en décoration. On peut fabriquer plein de petites choses pour décorer la maison, les chambres d'enfants. La décoration intérieure s'en inspire aussi beaucoup. Et l'origami a en fait beaucoup de vertus, hormis le fait que ce soit joli. Ça vient du Japon à l'origine, hein, non? Alors, du coup, j'ai cherché. Dites-moi. Parce que je voulais être sûre. Donc, alors,
En majorité, ça vient du Japon, mais on n'est pas très sûr des origines. Donc du coup, j'ai voulu nuancer en disant majoritairement du Japon, mais on n'est pas sûr du point d'origine finalement de cet art, même si là-bas, voilà, il est très développé et c'est vraiment un art du pliage très minutieux. Alors de la minutie, mais également tout un tas de vertus. Quelles sont-elles ces vertus ? Alors déjà, c'est anti-stress. Mais alors vraiment, quand vous devez vraiment prendre le temps de suivre un pas à pas, des explications qui parfois sont assez complexes, avec des gestes qui sont, qu'on n'a pas l'habitude de faire dans des petits pliages avec autant de rigueur, ça force à se poser, à se concentrer. Donc que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, avec des niveaux d'origami qui varient, bien sûr. C'est très bénéfique pour les personnes qui ont du mal à se concentrer, qui ont besoin de s'apaiser comme ça dans des moments un petit peu, que ce soit de stress ou d'énervement, ou qui ont besoin de se focaliser sur quelque chose en particulier. L'origami, c'est un très bon exercice. Et puis, ça fait travailler la dextérité. Oui. Donc, pour des enfants qui sont, par exemple, dyspraxiques, qui ont du mal un petit peu comme ça à manipuler les choses, à écrire ou à faire des perles ou des petites choses minutieuses, l'origami, dans un moindre niveau, permet de les aider à accompagner le geste, la pensée et la logique. Et alors ça, c'est un excellent exercice, même pour les enfants qui apprennent à écrire, qui commencent le CP. C'est génial pour eux. Et puis, ça leur permet de fabriquer un petit jouet, d'avoir la reconnaissance du travail accompli. C'est pas seulement faire des lignes ou des tracés sur une feuille. Et ça leur plaît beaucoup, c'est ludique et pédagogique aussi. Alors, est-ce que les grands peuvent essayer aussi? Oui, les grands peuvent essayer. Alors, on peut se lancer dans des petites cocottes ou on peut vraiment... Oui, parce qu'il y a vraiment différents niveaux. Oui, il y a des niveaux qui sont très impressionnants. Du coup, bon, on voit différents exemples. J'ai essayé d'en faire, bien sûr. Alors, les petites cocottes, comme on voit là, bon, ça va, c'est assez simple. Alors, on peut partir dans des choses, ça fait vraiment presque des œuvres d'art. Des dragons, des choses avec plein de petits papiers. Je ne sais pas si on peut voir... On va voir une photo. Est-ce qu'on peut essayer? Oui. Parce que nous, ça nous donne envie. Oui, alors voilà, j'ai choisi un niveau intermédiaire quand même. Sympa. On va faire un pigeon. Oh là. Voilà. Allez, on prend une petite feuille on prend et sa on petite essaye. feuille. Vous expliquez. Merci. Allez, hop. Comment faire? Allez-y. Allez, on a 2 minutes pour y arriver. Allez, 2 minutes pour faire un pigeon. Alors, on prend sa petite feuille, voilà, à l'envers et on la plie. Ok, allez, c'est parti. Une première fois. Ouais. Attention, bien coin contre coin, sinon le pigeon il va être tout tordu. Hop, on le tient comme ça. Ok. Et on va replier comme ça. Donc je suis comme ça. Ouais. Là, on fait un bateau, quoi. Ouais, voilà, un bateau. D'accord, là, ça va. Bon, on a le bateau. Hop. Ouais. Ensuite, on replie. Une fois qu'on a le bateau comme ça. Catherine, tu suis, j'espère. Ouais, c'est très bien. Bon, alors après, une fois qu'on a le bateau. Une fois. Non, mais je suis en même temps les explications. Il reste 1 minute. Hop, comme ça. Ouais. Comme ça. Ok. Là, on replie, on fait un plus petit bateau. On fait un plus petit bateau. Ouais, ça va. Et on ouvre, voilà, et on ouvre la petite aile comme ça. On ouvre la petite aile comme ça. Bon, ouais, c'est bon, d'accord. Voilà. Et après, on replie comme ça. On replie comme ça, d'accord. Ouais. Voilà, on replie. Comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Il manque une étape par là. 40 secondes, il nous reste 40 secondes. Et ensuite... Et on plie, on tire sur le... Voilà, on tire sur le bec. Bon, alors le mien est complètement tordu. Attends. Le bec. Hop, le bec, et on descend les ailes. Et on descend les ailes. Voilà. J'ai manqué une. Bon, c'est censé faire un pigeon. C'est réussi à faire un pigeon. Ah, mais je moi, vois c'est un pigeon sans bec. Le mien, on dirait... Ah bah si, là c'est pas mal. Ouais. C'est bien. Voilà. C'est pas mal. On a quelque chose, voilà. Bon allez, on n'est pas là, trop de ce côté, c'est plutôt bien. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a un qui est pas mal là. Bon. Catherine, t'as réussi ton pigeon? Bon allez, on va retrouver notre ami Billy, si vous voulez bien, au zoo de la Bourbansais, dans les jardins plus précisément. On lui demandera plus tard, Billy, s'il est doué en origami. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, une fois n'est pas coutume, nous sommes toujours au domaine de la Bourbansais, mais nous sommes en compagnie de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va pas parler des animaux, on va parler du château. Oui. Et du potager aussi un petit peu tout à l'heure. Exactement, jardin potager qui jouxte les jardins à la française. D'accord. Alors explique-nous un peu Xavier, ce château, quelle est son histoire?
Déjà, c'est un très beau château qui a été construit au XVIe siècle pour la partie donc, du côté sud. C'est un château qui est situé dans un style entre la Renaissance et l'époque classique. Et ce château, qui est un petit château au départ, est agrandi à 2 reprises. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a une façade baroque qui est du côté ouest. Et derrière nous, vous avez vu des pavillons. Ces pavillons ont été construits en 1745 pour agrandir le château. Ces pavillons que nous avions, c'était des logements pour les invités du château. Ce que j'allais dire, pourquoi est-ce qu'on a agrandi? Parce que la famille s'est agrandie ou Non, parce que la famille recevait beaucoup. C'était une famille parlementaire et donc c'était un peu une résidence d'été. Donc on recevait les gens. Donc pour ces personnes qui étaient invitées, on a créé les jardins à la française. Et on a créé donc ces magnifiques pavillons qui sont derrière vous. Parce qu'on aimait recevoir à l'époque, c'est ça? On aime bien recevoir, on aime bien faire des réceptions. Et d'ailleurs, tout le rez-de-chaussée du château avait été aménagé entre 1745 et 1760 en pièces de réception avec le petit salon bleu, le grand salon, la salle à manger, etc. Nous, on aime bien avoir des petites anecdotes là. Vous n'avez pas des petits trucs croustillants sur ce qui se passait là-bas à cette époque-là? Le propriétaire du château aujourd'hui s'appelle Monsieur de Lorgeril, Olivier de Lorgeril. Et en 1806, son ancêtre a reçu ce château quand il s'est marié avec une dame qui s'appelait Julienne Périne de la Forêt d'Armaillet. Et cette dame, quand elle était très sympathique, a voulu lui faire un cadeau. Et elle lui a offert ce château de la Bourbansais en dot. Ça va, donc c'est pas trop mal comme cadeau là. Non. Il y avait un peu de sous derrière. Non, mais il n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà 4 châteaux. Donc il a été voir son beau-père et lui a dit j'ai déjà 4 châteaux, j'ai pas envie d'avoir un 5e château. Et ben non, il a été obligé de garder son 5e château. Voilà. On a les problèmes qu'on peut dans la vie, qu'on va avoir trop de châteaux. En tout cas, ce château lui a beaucoup servi et ça a été un pan historique très intéressant de l'histoire de la Bretagne. Et si vous regardez derrière vous, on voit cette magnifique façade baroque. Non mais c'est juste trop beau là. Et les toitures sont toutes neuves là. 1650 ça date. La façade baroque date de 1650, les pavillons de 1745 et la très belle orangerie qui vient d'être restaurée date de 1775. Alors vous dites façade baroque. Comment est-ce qu'on reconnaît que c'est une façade baroque? C'est le style baroque, un style assez symétrique, assez monumental, avec des grandes lignes. De l'autre côté, vous avez un style Renaissance, avec un style un peu plus intimiste. Et puis sinon, vous avez le style Louis XV, avec les toitures à pont coupé. Donc là, c'est toute l'histoire, reflète tous les styles au fur et à mesure des années. Ce qui est amusant dans ce château de la Bourbansais, c'est qu'il y a 4 styles différents, qui sont les uns à côté des autres, et vous voyez que l'ensemble est parfaitement harmonieux. Oui, c'est juste magnifique. On a une vue plongeante, là. On était venu une fois, on a une vue plongeante, on avait fait les chiens, là, c'est juste trop beau. C'est magnifique. Donc très beau château avec plusieurs pans architecturaux comme un donjon, comme des pavillons à la mansarde, une façade. Vous voyez, tout ça, ça se mélange, mais c'est beau. C'est très beau. Bon écoutez, on va se retrouver tout à l'heure. Je crois qu'on va aller voir le potager, c'est ça? Oui, le potager. Et on va prendre plein de choses dans le potager. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy. Merci beaucoup. On revient vers vous, Michel Toesca, et votre film Libre. Quel est le point de départ de ce film? Expliquez-nous un peu la problématique globale, géographique d'abord, parce qu'il faut expliquer et partir du point de départ. Donc la vallée de l'Arroya est une vallée dans l'extrême sud-est de la France. Le nord de cette vallée est en France et le sud de cette vallée est en Italie. Voilà. Au mois de juin 2015... Alors on voit sur la carte. Voilà. Donc la petite pointe que vous voyez sur la carte, là, c'est la vallée de l'Arroya. Et au mois de juin 2015, la France ferme les frontières, enfin rétablit le contrôle aux frontières, ce qui veut dire ferme les frontières. En fait, la France impose à Vintimille ce que l'Angleterre impose à Calais. C'est exactement le même principe. Et donc les réfugiés qui se retrouvent coincés à Vintimille, qui ne peuvent plus passer, qui voulaient venir en Europe, découvrent la possibilité d'arriver en France par la vallée de l'Arroya. Mais seulement ce qu'ils ne savent pas au début, c'est qu'en montant la vallée de l'Arroya, lorsqu'on continue, on retombe de nouveau en Italie. Et donc on va vers Turin, alors qu'ils pensaient aller vers Paris. Voilà, donc ils se sont retrouvés piégés. Et nous, habitant cette vallée, on s'est retrouvés avec tous ces gens-là qui marchaient en tongs, qui parlaient pas notre langue, qui étaient totalement perdus, affamés. Donc on les a aidés, simplement on les a accueillis de notre mieux, on les a aidés. Et on a fait en sorte qu'ils puissent faire une demande, qu'ils puissent faire une demande d'asile. Ouais. Voilà. Mais le gouvernement, enfin les gouvernements, parce qu'entre 2015 et 2018, il y a eu plusieurs gouvernements, ont tous eu exactement la même attitude, c'est-à-dire un fonctionnement totalement illégal, de reconduction illégale de mineurs à la frontière et d'entrave à la demande d'asile. Bon, alors quand vous dites nous, c'est Cédric Héroux, oui. C'est vous et Cédric Héroux qui est agriculteur. J'ajoute, c'est Cédric Héroux, mais c'est aussi tous les habitants, beaucoup d'habitants de la vallée. Parce que le film est quand même axé principalement sur Cédric, parce qu'il a fallu un personnage pour raconter une histoire, mais énormément de personnes dans la vallée ont aidé, se sont mobilisées, ont accueilli, pour que ça puisse fonctionner, quoi. Cédric Héroux qui est donc agriculteur et qui leur a porté secours de belle façon. Vous allez voir ça tout de suite dans la bande-annonce.
Est-ce que vous pouvez juste parler comme si vous parliez en direct? Ouais, Cédric Héroux, agriculteur, Moret-sur-Roya, délinquant. J'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi et que je cache. Cette gamine, elle est légitime de rester en France, hein, la maman aussi. Hein, si on leur laisse le droit de faire une demande d'asile. S'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils vont devoir me suivre. Non, je m'en suis pas. Eh bien, ils vont me suivre quand même. Et en fait, on aurait aimé parler avec le préfet des Alpes-Maritimes pour lui expliquer la situation dans la Roya. On entend dire, oui, mais la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Là, des solutions, il y en a. C'est des gens qui ont des droits, parce qu'ils sont sur le sol français, donc qui devraient être pris en charge par l'État. Bonjour à la police maintenant, allez. J'avais confiance en la justice. Je pensais que la justice était indépendante et on a la preuve que non. Ayez confiance, parce que nous défendons la vie, nous défendons des gens. C'est là-dedans la liberté pour moi. Et moi j'ai envie de continuer d'être libre. Je demande d'asile en France. Moi c'est des histoires personnelles. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je continuerai et je ne m'arrêterai pas. Et ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi, que ça continue. Libre, un film documentaire fort, magnifique. Est-ce que c'est un film politique? Oui, bien sûr. Vous l'assumez complètement? Absolument, oui. Oui. Bah, c'est un film, c'est-à-dire d'abord c'est un geste humanitaire qui s'est traduit ensuite en un geste politique. C'est-à-dire mais politique au sens étymologique du mot. C'est-à-dire nous on vit dans ce territoire, on trouve que la situation est absurde et on essaye de trouver des solutions pour des gens qui sont vraiment en difficulté, qui sont en souffrance. On essaye de les aider. Et je pense que c'est ça la politique, c'est-à-dire s'occuper de ce qui nous semble incohérent ou absurde, de le rendre plus humain, plus logique, pour que ça puisse fonctionner de façon plus harmonieuse. La politique, c'est simplement ça. Et je pense que le film fait écho à cette action qui a été la nôtre. Pour autant, il n'y a pas de jugement dans le film, hein, on sent. D'ailleurs, Cédric Héroux le dit. Dis-moi, les gens qui ne font pas comme moi, je ne les juge pas. Mais lui, il se sent libre dans sa tête. Il dit, je fais ma part, en gros, c'est ça. Oui, il fait sa part, il fait ce qu'il pense. Et moi, Cédric, je le connais depuis longtemps. Il a toujours, rien n'a changé, quoi. C'est toujours le même bonhomme. Enfin, il reste droit dans ses bottes. Et il est, il essaye de faire ce qui lui semble juste, quoi, ce qui lui semble bon. Et il se sent dans son bon droit. C'est la raison pour laquelle aussi il a peur de rien. Et c'est la raison pour laquelle aussi il a pris autant de risques, parce que ça lui semble juste. Voilà. Est-ce que libre, c'est une réalité ou c'est un vœu? Parce que... C'est une réalité. Cédric est libre, et tout le monde est libre. Il suffit simplement à un moment de bien se le mettre dans la tête. La liberté, c'est vraiment quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est comme on peut parler de l'aspect, de ce que le Conseil constitutionnel le 6 juillet, le Conseil constitutionnel a entériné de façon juridique la notion de fraternité dans la Constitution. Et ce que dit Cédric dans le film... Alors que lui a été accusé de délit de solidarité, le fameux délit de solidarité. Oui, mais au début du film, Cédric dit « Moi, je fais confiance à la justice ». Après, il dit « Je pensais que la justice était indépendante ». Après, on a la preuve que non. Mais en fait, sa première affirmation, il a raison, parce que c'est une démarche républicaine et citoyenne. C'est-à-dire, la République, il y a des lois de la République qui appartiennent à tout le monde, autant aux citoyens qu'au gouvernement, etc. Et les gouvernements sont des locataires de la République. Et nous, citoyens, on peut tout à fait... saisir les lois de la République pour se défendre et agir de façon politique. Vous êtes optimiste sur la suite, justement, de cette lutte, de ce combat? Moi, je suis optimiste dans le sens où, en faisant le tour de France avec ce film, je vois de plus en plus de personnes qui sont mobilisées. Ce qui s'est passé hier soir au théâtre, moi, j'ai trouvé ça très, très beau, ce geste du théâtre et cette mobilisation de cette association d'aide aux sans-papiers. Et moi, je rencontre beaucoup d'associations partout en France qui se mobilisent, qui sont là. Et je pense qu'il faut lutter, il faut se défendre contre cette espèce de marée montante, comme ça, idéologique, qui envahit l'Europe, de nous dire, de toute façon, tout le mal vient de là, tous les étrangers. Et ça c'est un truc qui s'est vu dans l'histoire depuis longtemps. Et ça envahit, comme ça, les esprits, les médias, ça traverse tout, et ça rentre dans la tête des gens. Mais il y a une chose qui est quand même fondamentale, c'est la rencontre,
Nous, avant que ces gens-là, on les trouve sur notre route, on y pensait, mais sans plus que ça. On n'était pas réellement concernés. Quand c'est éloigné, voilà. Voilà, mais alors que là, on les ils a arrivent, rencontrés, quand les gens arrivent chez vous, dans votre jardin, dans les rues de votre village, voilà, la rencontre est déterminante. Et là, les gens, forcément, réagissent. Donc, c'est-à-dire, après, on peut fantasmer énormément sur un inconnu, un étranger, qui va être le support de tous les maux de la société. En fait, non, quoi. C'est des gens comme vous et moi, point. De l'humain. Bien sûr, oui, de l'humain. Et Cédric dit que c'est un miroir, en fait, ce qui se passe. Ça, c'est très fort quand il dit ça. Très fort, ouais. Ce qui se passe là avec les réfugiés, c'est un miroir de ce qui pourrait se passer pour chacun de nous, finalement. Absolument. Mais je pense qu'il a raison. Expliquez-nous un peu ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire, nous, on a très bien vu, enfin lui aussi, on a tous vu que la façon dont le gouvernement traitait les réfugiés, principalement des Nord, parce que nous, dans notre vallée, c'était essentiellement des Soudanais, des Érythréens, des Tchadiens qui venaient. Enfin, c'est la grande majorité, ce sont des gens donc, qui sont dans des situations extrêmement périlleuses chez eux, qui viennent là pour sauver leur peau, et ils sont noirs. Donc le contrôle aux faciès est systématique. Et ce que dit Cédric, c'est que de toute façon, ils se lâchent. C'est-à-dire qu'on voit les policiers, enfin le gouvernement se lâche. Ils ont déplacé la frontière à l'intérieur du territoire français pour faire une ligne censée lutter contre le terrorisme. Et en fait, cette ligne, cette nouvelle frontière à 40 km en gros à l'intérieur des terres, leur sert pour considérer tout nouvel arrivant comme un terroriste potentiel. Enfants, femmes, adultes. Donc, il les renvoie systématiquement en Italie. Donc, quand Cédric dit c'est un miroir, il dit quand je les vois se lâcher comme ça avec ces gens-là, c'est-à-dire utiliser une nouvelle frontière pour ne pas les accueillir, les pourchasser, les maltraiter et les refouler en Italie, c'est une chose qui peut très bien nous arriver à nous. Donc, quand il dit moi je me bats d'abord pour moi, aussi pour eux, c'est ça, c'est un effet miroir. On peut très bien penser qu'un gouvernement, on ne sait pas ce qui peut arriver dans les prochaines années, puisse agir de cette façon-là sur ses propres citoyens, quoi. Vous restez avec nous, Michel Toesca. On continuera à parler du film tout à l'heure. On va maintenant évoquer la communication bienveillante. Et c'est forcément un peu en lien également. Avec vous, Cécile Vauthier et Nathalie Chénel. Qu'est-ce que c'est exactement la communication bienveillante? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, la communication bienveillante, c'est une façon de... C'est une méthode qui permet d'avoir des relations de qualité avec les gens qui nous entourent. Donc oui, ça a un lien et ce qu'on aimerait, c'est que ça soit davantage développé. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Concrètement, comment ça se traduit dans la vie quotidienne, par exemple? Oui, comment ça se... Alors, l'exemple qui me vient maintenant, parce que c'est ce qui m'habite en ce moment, c'est aller chercher ce qu'on ressent et ce dont on a besoin pour être capable de faire des demandes claires. En gros, c'est ça. Et ça pourrait être là, vous dire que... je me sens pas forcément à l'aise sur le plateau, c'est pas mon métier, et voilà. Et j'aurais besoin d'être rassurée, et la demande, mais vous y répondez déjà, ça serait peut-être d'être un peu guidée dans l'exercice. Voilà, pour vous faire l'exemple là en live de ce que je vis en ce moment. Vous êtes toutes les deux formatrices en communication bienveillante. Qu'est-ce que ça peut amener dans nos vies? Qu'est-ce que ça peut changer finalement, Nathalie? Beaucoup de choses avec du temps et de la pratique. Une chose qu'on n'apporte pas, c'est que ce n'est pas forcément un outil magique ou en tout cas instantané. Et j'ai envie de rebondir un tout petit peu sur les propos de Michel Toesca. On parle beaucoup de peur et quand Cécile dit être à l'écoute de nos sentiments et nos besoins, ce que ça peut nous amener, c'est déjà être à l'écoute de nous-mêmes, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce dont on a besoin et comprendre que la personne en face, elle a souvent les mêmes sentiments, les mêmes besoins. Des besoins qui peuvent être des besoins vitaux de sécurité, des besoins de confiance et d'être bien dans sa vie. Et du coup, ça permet de changer un peu le regard et d'entrer dans une relation qui est plus vraie, plus authentique et qui est plus, moi j'aime à le dire, de cœur à cœur que simplement basée sur des représentations ou des préjugés au sens propre du terme. Alors vous, aujourd'hui, votre envie, c'est de développer toutes les deux la communication bienveillante à Vannes et dans ses environs. Vous appelez au financement participatif sur la plateforme Kengo. En quoi consiste votre projet précisément? Notre projet, c'est sur 2 axes. En fait, il y a à la fois pouvoir développer les formations dans le secteur, vous l'avez dit, donc sur Vannes et ses alentours. Et puis l'autre axe, c'est monter un groupe de pratique. Alors un groupe de pratique, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des gens qui sont formés. Et comme on disait, ça prend du temps de le rentrer dans notre quotidien. Donc c'est se retrouver dans un cadre entre gens formés, en sécurité, en gros, pour tester des choses. Voilà, et préparer par exemple des situations, je sais pas, j'ai quelque chose à dire à mon collègue qui n'est pas forcément facile à dire, je le prépare en groupe de pratique. Et puis après, je suis plus à l'aise pour aller en parler à l'extérieur. Ça peut être ça par exemple.
D'accord. Alors, à quoi vont servir nos dons? Parce que comme c'est du financement participatif, vous allez les utiliser de quelle façon? De différentes manières. Alors, on a déjà à se faire connaître et nous remercions à cette occasion justement de nous aider vraiment à nous donner un petit peu de visibilité. Donc on a un accompagnement pour faire de la publicité et puis faire connaître notre démarche. On va se doter d'outils, d'un peu de matériel. La communication bienveillante, c'est un sujet qui peut aller chercher les gens très profondément, mais ça peut aussi être léger et ludique. Et donc, on va avoir un petit peu de matériel pour pouvoir faire ça. Et puis, on va après compléter des formations, puisque finalement, on se forme en continu à cette démarche. C'est important pour pouvoir l'approfondir et puis à transmettre au plus grand nombre. Alors, vous avez déjà récolté 3 075 € sur les 4 300 € escomptés. Donc voilà, on fait appel à la générosité des Bretons. Il suffit d'aller sur le site kengo.bzh. Voilà. Est-ce que ça vous évoque... Qu'est-ce que ça vous évoque, Gwendoline, la communication bienveillante? Moi, je suis absolument pour, surtout... Vous nous en aviez parlé avec les enfants. Oui, avec les enfants, c'est très, très bénéfique, surtout quand il y a des périodes charnières, comme vers 4 ans, ou même l'adolescence, tout ça. Ça permet de... Dans les périodes de conflit? Oui, voilà, les conflits, de garder le lien et la communication, et que chacun puisse s'exprimer librement... Sans ayant peur du jugement de l'autre ou garder des choses pour soi et que tout le monde se comprenne mieux, c'est très bénéfique. Je trouve que c'est un très beau projet. Vous, Michel, forcément la communication bienveillante, c'est quelque chose que vous faites naturellement quelque part. Peut-être, instinctivement. Ouais. En fait, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. L'urgence était telle que on a communiqué comme on a pu. Quoi. Ouais. Avec le cœur, comme disait Nathalie, de cœur à cœur. Ouais. Je pense que c'est... disait tout à l'heure en hors plateau, c'est qu'effectivement, dans les situations d'urgence, peut-être qu'on oublie tous nos préjugés parce qu'on est confronté à de telles situations que du coup, on va aller sortir ce qu'on a de meilleur en nous, retrouver notre humanité et cette bienveillance. Mais voilà, des fois au quotidien, que ce soit au travail, avec ses enfants au moment de la rentrée, enfin des situations du quotidien qu'on connaît tous, ça peut être intéressant de se muscler un peu à cette approche. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Pour aller plus loin. Quelquefois, c'est plus difficile dans la vie de famille qu'à dans des situations d'urgence. Parfois, oui. C'est pas faux. Vous restez avec nous. Nous sommes maintenant à la moitié de cette émission et je vais rejoindre la bienveillante Catherine Bessard, justement. Qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère Catherine, de cette première partie? Elle est toujours sur son origami. Vous avez fait quoi? J'ai pas chômé. Là, je suis en train de faire un truc. Soyez bienveillante. Oui, je suis bienveillante, pas de problème. Ma cocotte. J'avais créé avec un copain la cuve, la communication ultra violente. Ah ouais. Non, c'est déconseillé. C'est pas sympa, ça. Non, on vit pas bien avec la cuve. Ouais, non, c'est moyen. Donc tentez, pas mal. Allez, nous retrouvons dans quelques instants les conseils en recrutement de Sébastiano. Et puis du côté de la santé, nous évoquerons les remèdes à l'insuffisance veineuse avec le professeur Guillaume Mahé du CHU de Rennes. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver Billy au jardin de la Bourbansais. Billy. Tout à fait, Laurence. Nous sommes ici de retour au domaine de la Bourbansais, toujours avec Xavier. Donc on a vu tout à l'heure le château et maintenant on va parler plus spécifiquement du jardin, voilà. C'est ça? Et donc ici le jardin potager fruitier. Le premier a été créé en 1691, il était vaste, il faisait 2 arpents de terrain, donc plus d'1 hectare. 2 arpents. 2 arpents. 2 arpents. Ça fait plus d'1 hectare de terrain. Je connais pas cette dimension. C'est 0,5 hectares. Okay. Et donc ici, vous avez des jardins qui ont fonctionné pendant 300 ans. Il y a 30 ans, ils avaient disons disparu. Il y a 5 ans, M. de Lorgerie, il a pu réinvestir une somme. Ok, donc là, ça date il y a 5 ans seulement. Ça date il y a 5 ans, oui. C'est la reconstitution des jardins potagers fruitiers. C'était juste de l'herbe avant? C'était juste de l'herbe pendant quelques années. Mais là, maintenant, vous avez tout un ensemble de carrés potagers qui sont inspirés du potager du roi à Versailles pour l'histoire des plantes, fruits et légumes que nous parlons, mais aussi du potager de Villandry qui est une référence dans les potagers, disons, esthétiques. Potager de Villandry. Villandry, le château de Villandry. Et ça servait à nourrir les gâcheries du soir au château, quoi. Alors, ça servait à nourrir la table des seigneurs de la Bourbansais, tout à fait. Ouais. Et il y avait même un petit marché qui était organisé le dimanche pour vendre les excédents des fruits et légumes qui étaient produits ici. D'accord, donc c'est que c'est un potager qui fournissait bien, quoi. C'est un potager qui fournissait bien, 1 hectare de potager, il y a de quoi faire. Oui, c'est sûr. Et alors du coup, c'est organisé comment? Parce que là, on voit, c'est découpé, c'est hyper joli, hein. Ça, c'est à la Versailles. Là, on a à la Louis XV, ça, vous avez dit, comme à Versailles? Non, Versailles, c'est l'inspiration historique du potager du roi. C'est-à-dire, c'est l'histoire des plantes, des fruits, des légumes. L'idée que nous avons ici, c'est de faire une visite qui réexplique un peu l'histoire des jardins. La première question qu'on pose dans la visite, c'est que veut dire le mot jardin?
que veut dire le mot jardin? Jardin, il faut que ce soit joli, c'est un endroit où on met des fleurs. Jardin, ou des plantes, ça veut dire un lieu qui est clos de murs. On retrouve ça dans Ah. l'horticulture, on retrouve ça dans le courtil, on trouve ça dans Garden en anglais, Garten en allemand. Et on pose donc des petites questions pour redécouvrir l'histoire des jardins. Est-ce que le haricot, par exemple, c'est un fruit ou un légume? Pour moi, ça va être un fruit puisqu'il y a une fleur. Voilà, exactement. Le On a haricot quand même est un fait les fruit. jardins l'année dernière, il y a quelques Donc, petits le souvenirs. haricot est un fruit parce qu'il vient d'une fleur. Tout ce qui vient de la tige, tubercule, racine ou feuille va donner le légume. Et à partir d'une petite introduction qui dure un petit quart d'heure, on va faire le tour des jardins, on va réexpliquer l'histoire de la pomme de terre, on va parler d'étymologie. Que veut dire le mot potiron, par exemple? Potiron, j'ai aucune idée. Potiron, petit rond, ou un truc comme ça, Ça non? vient de l'ancien français poistron, ça veut dire un postérieur. Ah ouais. Comme le mot lavande, ça veut Excellent. dire laver. Voilà, plein de petites choses comme ça. On fait un peu de politique. Donc avec ça, les on radis. apprend ça ici au visite Voilà. guidée que tu fais ici, c'est Voilà, ça? qui dure 45 minutes à peu près, qui réexplique d'une façon anecdotique et amusante l'histoire des plantes. Voilà, on réexplique l'histoire de la pomme de terre, on explique ce que c'est qu'une chips, que c'est né en 1853, que la première pomme de terre en France était violette, c'est pour ça que personne ne voulait en manger. Ah ouais, la vitelotte, là. etc. Puis on parle aussi un peu encore de l'histoire du château avec le propriétaire du château, ancêtre du propriétaire d'aujourd'hui, Louis de Lorgeril, qui fut ministre de l'Agriculture en 1842 et à qui on doit toute l'agriculture moderne bretonne. On apprend plein de choses. On apprend plein de choses, oui. Et alors, il n'y a on pas s'est- une journée des plantes ou quelque chose comme ça, Oui, c'est ça? les 29 et 30 septembre, nous organisons la 4e journée, les 4e journées des plantes et saveurs au potager. Et donc pendant 2 jours, il y a à peu près 70 associations qui seront présentes. Les jardins seront privatisés. Et donc pendant 2 jours, on parle de botanique, on parle de plantes, on peut acheter des fleurs, etc. Plein de choses à Il y apprendre. aura un restaurant. Bon, bah ici, au domaine de la Bourbancelle, là aujourd'hui, on était au château et dans les potagers. On a encore appris plein de choses. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Et on n'oublie pas les fêtes de la plante le 29 et 30 septembre. Allez, à bientôt! C'est bien noté, Billy. Merci beaucoup. Sébastien No et le professeur Guillaume Mahé nous ont rejoints sur ce plateau. Alors, Sébastien, vous avez une annonce à nous transmettre aujourd'hui, une offre d'emploi. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va commencer par une offre d'emploi. Je les ai vus la semaine dernière au SPAS à Rennes. Donc c'est une entreprise finistérienne qui s'appelle Drakkar. Donc ce ne sont pas des Vikings, mais ils commercialisent de l'outillage dans des concessions en priorité agricole sur toute la France. Donc ils font un chiffre d'affaires qui est 25 millions d'euros et ils sont en croissance forte et ils cherchent aujourd'hui des animateurs de réseau. Donc ça consiste à tout simplement avoir une zone géographique et visiter et animer un réseau commercial pour la marque Drakkar. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous m'envoyez le CV sur mon mail et je me ferai un plaisir de faire suivre justement votre candidature à cette entreprise. Voilà, sébastien.no@meandmyboss.fr. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer au petit conseil de ce matin en termes de recrutement. Et vous avez envie de vous focaliser sur l'accueil en entretien de recrutement. Alors Oui. ça, c'est un gros sujet. C'est ça, c'est un gros sujet, ça fait stresser énormément de monde, autant côté candidat que même des fois côté entreprise. Il ne faut pas croire que faire passer un entretien, c'est forcément très facile. Et quand on sait que les 30 premières secondes vont agir sur la moitié de la décision au final, parce que on est humain, tout simplement, à un moment donné. Donc, je vous propose de donner quelques conseils, le b.a.-ba. Vous allez me dire, oui, ça me paraît évident. Et pourtant, si vous faites ne serait-ce que les 7 éléments que je vais vous donner, déjà, vous faites un grand pas vers justement une réussite derrière. Donc, côté candidat. Toujours avec la première impression. C'est la bonne. Ah bah, on dit souvent ça aux commerciaux. Quand on cherche un job, on se vend soi-même. Ouais. Donc ça, c'est important de retenir ça. Et même si on n'est pas commercial, donc c'est pas facile. Première chose, la poignée de main. C'est basique, mais je vous assure que la poignée de main, on fait attention, les poignées de main molles, moites, ça fait pas bon effet. Donc on s'attache à ce moment-là qui dure 2 secondes. Derrière, le regard dans les yeux. Pareil, ça paraît basique, mais on regarde dans les yeux, on regarde dans les yeux, parce que sinon on a l'impression que c'est un regard fuyant. Et combien de chefs d'entreprise je vois après l'entretien qui me disent « Ah, il ne me regardait pas dans les yeux, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il est fuyant, il n'assume pas ?» ou... Je dis non, c'est peut-être juste de la timidité, tout simplement. Mais pour éviter ce genre de questionnement, on va regarder droit dans les yeux. Le sourire, on arrive, on serre la main. Et on fait un smile, pas un smile commercial forcé comme ça, où on ne pas, parce que sinon... Le smile commercial, pas mal. Donc, on essaye de faire du naturel. On est content d'être là. Ouais. On vient rencontrer une entreprise, on vient rencontrer un job. Je suis content d'être là. Donc, j'ai un sourire, tout ce qu'il y a de plus naturel. On ne refuse pas un café. Ça, on ne le dit pas assez. Si on n'aime pas le café. Ah ben, on demande un thé.
Et si tu n'aimes pas le thé, tu fais semblant, tu trempes tes lèvres. Tu le bois quand même, mais inconsciemment, on vous offre quelque chose. On vous offre quelque chose, donc derrière. Et ça se trouve, le recruteur qui vient de faire déjà un entretien, lui, il a envie de boire un café. Et si vous dites non... Lui, on est à son 12e café de la matinée, donc voilà. Donc, pareil, psychologiquement, on dit oui, café, thé, pour accepter cette chose-là. On attend pour s'asseoir. Oui, mais c'est basique. Oui, mais basique, je vous assure, alors, je vais prendre le stéréotype des commerciaux, mais certains vont arriver, pouf, ils sont assis. Les pieds sur le bureau, tranquille. Non, mais c'est voilà, tout de suite la réaction, c'est quoi? Vous avez vu comment il s'est installé? Et s'il fait pareil chez les clients, attendez. Donc voilà. Donc c'est pour éviter encore une fois des interprétations qui seraient fausses. Et 6e chose, on brise la glace. C'est-à-dire combien de fois, je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous arrivez en entretien, vous êtes là. Bonjour, et puis vous attendez une 3e personne qui va venir, et puis il y a une espèce de silence qui s'installe. Et donc là, l'idéal est d'arriver à briser la glace. Donc on va faire un petit tour sur Google Actu avant. On regarde un peu, histoire d'avoir un sujet. Si on n'a pas de sujet et qu'on est un peu timide, au pire, on part sur la météo. Oh, il fait beau aujourd'hui. Ça sauve toujours la météo. Non, mais ça sauve toujours la météo. N'est-ce pas, Catherine? Et pour terminer, le grand b.a.-ba, et je trouve ça effarant de voir encore des personnes qui ne se renseignent pas sur l'entreprise avant d'aller en entretien. C'est est-ce que vous avez pris le temps de vous renseigner sur notre entreprise? Et des fois, on a des candidats qui disent c'est-à-dire que non, pas forcément. Donc, ça peut créer des malaises et une mauvaise impression côté candidat. Alors pour l'entreprise. Voilà, on va passer de l'autre côté du bureau. Parce que c'est la même chose pour eux. Voilà, c'est pas facile de faire passer un entretien de recrutement. Et surtout avec aujourd'hui les réseaux sociaux, les manières de communiquer, un candidat qui va venir chez vous en tant qu'entreprise, s'il est mal reçu et que ça se passe pas forcément bien, il va le faire savoir tout de suite. Snapchat, on en parlait la semaine dernière, Instagram, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner un petit conseil mémotechnique de base, très simple, c'est ce que j'appelle moi les 5 sens. Donc le premier, c'est l'ouïe. On reçoit le candidat dans un lieu calme, pas à côté de la rocade, pas là dans une salle où il y a des travaux. Mais j'ai vu des choses, on voit des choses parce qu'on n'y réfléchit pas. On est dans son quotidien, le candidat arrive, il y a une salle de dispo, on cherche et on va se retrouver dans un lieu où il n'y a pas forcément du calme. Donc ça, c'est la partie l'ouïe. L'odorat. Qui n'est pas venu le matin avant l'entretien. Non, mais... Souvenez-vous, les réunions, vous passez après une réunion où il y a eu un brainstorming, où ça a réfléchi. L'odeur de brainstorming derrière, de gens qui ont réfléchi, ça n'a pas été aéré, vous arrivez à la suite, un candidat, l'impression n'est pas forcément positive. La vue, donc là on va décorer un minimum, on ne reçoit pas dans un lieu où il y a du bazar un peu partout, on a stocké dans les coins du matériel, non mais c'est ça, on est tellement dedans sa boîte au quotidien que des fois on ne voit pas tout ça, donc on fait attention, on va checker. Le toucher, plaquette, on prend son produit, on le pose sur la table au milieu pour que le candidat puisse justement s'amuser avec. Toucher, c'est la partie justement qui va permettre au candidat de s'imprégner de l'entreprise. Et le goût, dernier des sens, on offre un café. Le fameux café. Oui, des petits gâteaux, des choses comme ça. Ce qui fait que si vous respectez ne serait-ce que ces 5 choses-là, vous faites attention, vous checkez. Derrière, vous avez un candidat qui va être content, qui va sortir, qu'il soit pris ou pas pris, que vous ayez que le candidat ait accepté ou pas le poste, il aura une impression positive. Il va ressortir, il va dire j'ai passé un bon moment, j'ai rencontré un DRH, un chef d'entreprise, une manager et ainsi de suite, et j'ai passé un bon moment et vice versa. Merci beaucoup, Sébastien, pour tous ces conseils. Ça vous évoque quoi, professeur? Mais je voyais que vous réagissiez beaucoup à ce que disait Sébastien. Oui, clairement, ça me rappelle certains entretiens que j'ai pu faire passer aussi, et où je recevais justement les gens dans mon bureau qui n'étaient pas forcément très bien rangés. Et voilà, je me disais qu'au final, j'étais peut-être pas très très bon. Il faut peut-être que je me ressaisisse à ce niveau-là, parce que c'est vrai que finalement, on les met pas à l'aise et c'est pas très bien, quoi. Mais merci en tous les cas, j'ai appris aujourd'hui quelque chose et je suis très content. Merci beaucoup. On revient vers vous, Michel Toesca. Alors vous, pas question d'entretien, quoi que ce soit. La caméra, elle s'est imposée naturellement, finalement. Et quelle est aujourd'hui, finalement, la place du cinéma dans une situation comme celle que vivent tous ces migrants? Moi, elle me semble essentielle. Enfin, je pense que le cinéma, ça permet d'être... D'une part, le cinéma, c'est la vie, ça filme la vie. Et moi, j'ai pu être, d'habitant là, dans une situation où j'ai pu le faire. C'est-à-dire où j'ai été vraiment au cœur de l'action, de ce qui était en train d'arriver, autant du côté des migrants que du côté de Cédric et de tous les accueillants. Et il y a quelque chose de... Je pense que le cinéma, aujourd'hui, permet de travailler vraiment comme un geste politique, comme le film l'est, c'est-à-dire de
de traduire une situation réellement politique et de faire un film qui soit résistant. C'est-à-dire ce film se place dans une situation de résistance par rapport à la situation dans laquelle tous ces gens sont placés, que ce soit les réfugiés, que ce soit les aidants. Voilà. Et je crois que le cinéma a sa place là, parce que ça a provoqué beaucoup de mouvements, quoi, ce film, au Festival de Cannes et ailleurs. Ouais. Et quand le cinéma permet ça, ça veut dire que le cinéma a une réelle vocation et a toute sa raison d'être, quoi. Eh ben, puisqu'on parle de résistance, on va voir un nouvel extrait de votre film Libre, justement un moment de résistance très fort de la part de Cédric Héroux. On regarde tout de suite. En ce moment même, il y a une vingtaine de mineurs qui sont chez moi, qui sont en attente de prise en charge. Donc clairement, l'État me demande de garder des gamins parce qu'eux, ils n'arrivent pas à les gérer. Il y a des demandeurs d'asile qui sont en attente de déposer des demandes d'asile. Nous, on essaie de faire progresser la loi à la frontière franco-italienne. Et là, on me menace de 4 mois avec sursis. Donc les actions préfectorales mettent des enfants en danger. Les actions préfectorales et ministérielles, donc du coup, mettent des majeurs en danger. Et on me met moi qui protège des gens, on me menace de prison, mais c'est quand ils veulent dans leur prison, j'irai dans leur prison, il n'y a pas aucun problème. Et je continuerai à me battre dans leur prison. Et je m'arrêterai, ma liberté ne s'arrêtera jamais au barreau de leur prison. Et ça, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je continuerai et je ne m'arrêterai pas. La liberté ne s'arrêtera jamais au barreau de leur prison. C'est fort quand même. Cédric Héroux est un combattant, hein. Vous parliez de résistance, c'est un combattant. Il dit très clairement, l'État est hors la loi. Expliquez-nous vraiment, pour que les téléspectateurs comprennent bien, quel est le nœud du problème, en fait. C'est-à-dire, l'État est hors la loi parce qu'il empêche aux demandeurs d'asile de faire une demande d'asile. Alors que quand on arrive... Les adultes... N'importe qui arrive, vous arrivez à la frontière, vous allez à la police aux frontières à Menton, et vous dites, voilà, je viens de tel pays, je veux faire une demande d'asile. Ça, on ne peut pas refuser. C'est inscrit dans la loi. C'est inscrit dans la loi. Et pourtant, la PAF les prend et les renvoie en Italie. D'accord. Quand un mineur est sur le territoire français, le gouvernement a le devoir de le prendre en charge. Un mineur isolé, c'est-à-dire quand il n'est pas avec ses parents, qu'il est seul. Et ça, pareil, c'est inscrit dans la loi. C'est inscrit dans la loi, française et européenne. Et en fait, ce que fait le gouvernement, par le biais de la préfecture et des outils de la préfecture, c'est-à-dire l'armée et la police, prend ces gens-là et les renvoie en Italie, sans autre forme de procès. En faisant des faux à l'écriture publique, on en a la preuve. Le préfet des Alpes-Maritimes a été condamné plusieurs fois pour entrave grave à la demande d'asile et pour expulsion illégale de mineurs isolés. Mais ça ne change rien, ça ne change strictement rien. C'est ça qui est absolument... Ça se passe encore aujourd'hui. Là, je suis sûr qu'à Vintimille, vous y allez aujourd'hui, il y a des gamins qui sont renvoyés en Italie. C'est incessant. Et c'est sans fin, les allers-retours. Et c'est sans fin. Ils arrivent, on les renvoie, ils reviennent encore, on les renvoie. C'est Sisyphe, c'est exactement c'est Sisyphe, en permanence. Les gars, ils sont là, ils passent 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, là, ils essaient de passer la frontière, on les renvoie en Italie. Ça coûte un argent considérable, tout comme les forces policières et militaires qui sont dans la vallée de Roya coûtent un argent considérable tous les jours, simplement pour une politique sécuritaire, alors qu'une politique d'accueil gérée et encadrée coûterait 2,5 fois moins cher. C'est une députée européenne qui s'appelle Cécile Kyenge, qui était ancienne ministre de l'intégration du gouvernement l'État en Italie, qui est aujourd'hui députée européenne, qui m'a expliqué ça, qui a fait un rapport pour la Commission européenne sur le coût de la politique sécuritaire de l'Europe. Une politique d'accueil coûterait 2,5 fois moins cher qu'une politique sécuritaire telle qu'elle est mise en place aujourd'hui. Quelle est la situation, à l'heure actuelle, on va terminer avec ça, dans la vallée de la Roya? Alors, la vallée de la Roya est une vallée aujourd'hui qui est habitée essentiellement par des policiers et des militaires et quelques habitants. Donc il y a une présence policière et militaire très grande. Et donc les réfugiés qui sont très malins ont compris que c'était pourri comme plan, la Roya. C'est-à-dire on passe plus par là. Donc ils passent au-dessus, ils passent par le col de l'Échelle, le col de l'Arche, le col du Mont-Genièvre. Et Cédric est encerclé. Il y a 4 postes d'observation autour de chez lui, 24 heures sur 24. Je pense qu'ils sont là pour attendre le moins de faux pas. Donc ils lui mettent une pression énorme. Et voilà, et les réfugiés ne sont plus là, quoi. C'est fini, c'est un endroit qui leur semble plus fréquentable. Et je pense qu'ils ont raison. Écoutez, merci beaucoup Michel Toesca d'être venu témoigner ce matin. Ce film, on peut le voir au TNB à Rennes à partir du 26 septembre. Et puis évidemment, vous êtes en tournée dans toute la France, ainsi que Cédric Héroux, parce que lui, il va aussi à la rencontre des téléspectateurs. Des spectateurs. Des spectateurs. Oui, c'est vrai, différence entre cinéma et télévision. Vous avez raison. Ça deviendra peut-être des téléspectateurs. Peut-être.
Merci beaucoup. Je me tourne vers vous maintenant, professeur Mahé. On va évoquer avec vous un sujet qui touche un grand nombre de personnes, c'est l'insuffisance veineuse. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Pouvez-vous nous définir le... Alors, l'insuffisance veineuse, c'est une maladie chronique qui va toucher les veines superficielles des membres inférieurs. C'est ce qui est communément appelé le problème de varices qu'ont nombre de personnes. Et ce problème est en partie lié à une hyperpression veineuse qui a lieu au niveau des veines des membres inférieurs et donc finalement qui va entraîner un problème de valve au niveau des valves veineuses. Finalement, vous allez avoir une hyperpression veineuse et en plus des altérations de la paroi vasculaire et après ça va conduire à des différents types de symptômes et engendrer donc des troubles pour les patients et c'est pourquoi ils viennent nous voir pour essayer de prendre en charge ce type de pathologie. Quels sont les symptômes précisément? Alors les symptômes, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la prévalence, de l'insuffisance veineuse, on ne sait pas très bien quelle est cette prévalence-là. C'est à peu près entre 1 et 15%, mais vous voyez que c'est très très variable. Dans certaines études, c'est 25% de la population générale, ce qui est quand même beaucoup. Oui. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que tout dépend de de quel type de symptômes on va rechercher. Quand on recherche les plaies, finalement, il y a moins de patients que si on regarde tous les gens qui ont des lourdeurs de jambes, où là, pour le coup, il y a nettement plus de patients. Donc les symptômes, c'est les lourdeurs de jambes, l'œdème qui apparaît surtout le soir, en fin de journée. Pourquoi? Parce que vous êtes resté longtemps debout, et finalement, cette station debout va favoriser une stagnation et un œdème au niveau des membres inférieurs. Vous avez aussi des démangeaisons que l'on peut retrouver, et à des stades très évoluer, la plaie, et là pour le coup les plaies c'est un problème de santé publique important puisque on considère que les dépenses de santé liées aux plaies annuelles en France c'est près de 900 millions d'euros. Alors tout n'est pas lié aux problèmes veineux, mais les problèmes veineux ça représentera à peu près 500 millions d'euros. Tout ça avec tous les soins, parce qu'il y a des frais de pansement, des infirmières, et donc c'est des problèmes qui sont très importants et qui peuvent être prévenus si les gens viennent en amont voir les spécialistes, et donc on peut proposer des prises en charge qui permettent éventuellement d'éviter d'arriver à ce stade d'insuffisance veineuse avec des plaies. Donc, tout n'est pas lié à l'hérédité, en gros, si on comprend. Non, tout n'est pas lié à l'hérédité, mais clairement la première question qu'on pose quand même quand les gens viennent, on leur demande est-ce que dans votre famille il y a des gens qui ont des problèmes de varices ou d'insuffisance veineuse, et là pour le coup s'ils nous disent oui, ils sont à gros risque. Les femmes aussi sont malheureusement plus à risque que les hommes, liés notamment au problème d'œstrogène. Alors là on voit quelques petites images présentant justement ce que l'on peut voir avec donc différents stades, les télangiectasies et les veines réticulaires qui sont des petites dilatations veineuses, et à la fin vous voyez quand on s'en prend pas trop ça en charge, et bien finalement on peut arriver jusqu'au stade en dessous, la varice tronculaire, et encore là c'est assez joli puisque vous avez pas Oui, alors là c'est le spécialiste qui parle parce que vous n'avez pas la plaie qui va avec. Mais quand on arrive à ce point-là, c'est encore traitable entre guillemets, parce qu'on va parler de la prise en charge maintenant. Donc là, quand on est à ce stade-là, c'est bien entendu encore traitable. Il y a différents types de possibilités. Alors déjà, la première chose à faire, c'est d'aller pour un bilan d'insuffisance veineuse où on va vous réaliser un examen écho-doppler. Donc ça c'est totalement indolore, vous vous mettez debout et on va regarder en fait comment sont vos veines, comment est le réseau veineux et voir s'il y a ou pas des dilatations. Et donc pour la prise en charge, je sais pas si voilà. Pour la prise en charge, aujourd'hui, il y a différentes techniques chirurgicales ou là endovasculaires. Et donc là, vous voyez, on est avec une petite fibre laser. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul petit point de ponction. Et puis donc finalement on va monter la sonde au niveau de la veine et on va brûler petit à petit la veine à l'intérieur, et donc ça va coaguler et finalement boucher définitivement cette veine-là. Alors c'est pas grave de boucher une veine superficielle puisque seulement 10% du retour veineux est assuré par ces veines-là et 90% par le réseau veineux profond. Donc les techniques évoluent vraiment de façon vite très importante. Et sont de moins en moins invasives finalement. De moins en moins invasives, et on considère que le stripping, comme on a pu faire le stripping, c'était arracher les veines donc, qui étaient très fait auparavant. Dans les recommandations, maintenant, le stripping, c'est placé en 3e position. En 1, c'est les gestes endoveineux, comme vous pouvez voir là, qui sont des gestes ambulatoires. Et ce qui est intéressant, c'est que les patients arrivent le matin et ressortent l'après-midi, enfin le midi ou l'après-midi. Donc c'est très rapide. Un arrêt de travail finalement. De 2 jours seulement, contre en moyenne de 3 semaines quand on a une chirurgie par stripping. Donc, et après, vous avez toutes les possibilités de sclérose qui peuvent être faites, mais jusqu'à un certain diamètre de dilatation de la veine. Parce que si elles sont trop dilatées, on ne peut plus faire la sclérose simple. On est obligé de passer à des techniques comme ça, mais qui sont totalement
indolore, puisque les patients ne sont non anesthésiés et viennent, on peut discuter avec eux pendant le geste. C'est très rapide, très simple et ma foi, ça les soulage bien. Un élément important aussi, c'est la prévention. Et pour prévenir ces problèmes-là, il faut marcher. Et clairement, il faut faire un minimum de 7 pas pour avoir un effet de retour veineux satisfaisant. Donc tous ceux qui restent, comme nous là actuellement, statiques, c'est pas très bon. Et donc il faut essayer au maximum de faire ces 7 pas pour empêcher ce type de problème. Et puis on n'oublie pas tout ce qui est bas de contention et collants de contention qui sont essentiels. Qui sont essentiels et qui aident à bien soulager les symptômes et qui ne sont plus aussi moches qu'auparavant. Et il y a eu des sacrés progrès, donc il ne faut pas les voir de façon... Pardon ? C'est ceux qui ont des symptômes. Oui, ceux qui ont des symptômes, mais il y a beaucoup de gens aussi qui les mettent aussi en prévention, notamment les chirurgiens ou ceux qui peuvent travailler éventuellement dans les cuisiniers, où là on a une ambiance chaude. Et donc pour ça, ça peut être intéressant de mettre ce type de compression veineuse. Voilà. Merci, professeur Mahé, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci infiniment. Merci. Eh bien, c'est Liliane Blanchet qui nous a... Vous avez mis vos collants de contention, vos bas de contention? Oh oui, j'ai mis tout ça. Bon, on va se voir bientôt, de toute façon, docteur Mahé. Je vais vous montrer tout ça. Oh oui, c'est pas pire les photos, en fait. Vous verrez. Bon, on va briser la glace. Alors, monsieur No, vous habitez où, vous, vous traversez quelle rue, vous, pour trouver vos emplois? Parce qu'il paraît que c'est aussi simple que ça. Ah! Il habite en face de chez vous. C'est ça. C'est ça. Il vient chez vous chercher les emplois. Bon, bah oui, je comprends mieux maintenant. Alors, bon, partout, oui, je pensais à ça, monsieur Toesca. C'est quand même intéressant, vous parliez de l'effet miroir. Bon, bah, je voudrais quand même dire, moi, une vieille bique comme moi, on l'écoute jamais. Mais bon, je voudrais quand même vous dire, vous verrez avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, quand ici est venu janvier, on sera à mi-cuisse, hein, et qu'il faudra aller voir les Mayennais pour leur demander s'ils veulent bien nous accueillir, et ben vous verrez, il faudra faire preuve de bienveillance aussi. Hein. Et puis là, la première impression, ce sera pas main molle ou pas main molle, et puis on vous servira pas de café, je peux vous dire, et on risque de vous accueillir avec un coup de pied dans le potiron aussi. Hein. Alors ça, oui. Donc on verra aussi quand on sera dans... ça risque de venir pas plus tard que ça, vous allez voir. Je pensais être à l'abri, mais bon, on verra ça de toute façon. Alors qu'est-ce que j'avais mis, moi? Ah oui, il vous reste 15 secondes. 15 secondes. Oh non, le vieux. Eh ben, d'où vient le mal? Ben, moi, je vais vous le dire, pas de ces petits braves gens, les enfants, les bonnes femmes et tout. Il vient de l'avarice. Hein, voilà, comme ça, voilà, c'est d'où vient le mal. Et pas des gens qui viennent et puis essayer de faire une peine qu'ils ne peuvent pas supporter. Voilà. Des bisous. Merci. Merci Liliane. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Michel Toesca d'avoir été à nos côtés. Merci Guillaume Mahé. Merci Sébastien. Merci Gwendoline. Demain mercredi, vous retrouverez le best-of de votre matinale dès 9h50. Allez au taquet. Et puis on se retrouvera jeudi matin en direct avec comme invité Fil Rouge Carole Jézéchiel, commissaire-priseur à Rennes-en-Cher. Elle nous dira tout des coulisses de cette institution bretonne. Voilà. Prenez soin de vous. On va rester dans le cœur à cœur. Hein. Prenez soin de vous tous et de cette humanité, de cette belle humanité dont vous parlez, vous, Michel Toesca. Allez, belle journée. Kenavo.